Bonsoir et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché. Il est 18 heures. Je suis avec Laurent Albi, notre analyste indépendant. Bonsoir Laurent. Bonsoir Falco, bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce qu'ils font les marchés à ce 13 mai? Le CAC 40 en forte baisse de moins 2,85%. Il a fini à 4344,95 points. Le DAX également en baisse, moins 2,62%. Le S&P 500 et le Nasdaq sont tous les deux en baisse aussi à la mi-séance. Le S&P à moins 1,61, le Nasdaq à moins 0,96% à la mi-séance en ce moment. L'euro-dollar stable, l'or qui baisse légèrement et le Brent qui baisse de 1,27%. Laurent, on va tout de suite passer au CAC 40. Absolument Falco. Qu'est-ce qui se Alors comme passe tu le avec lui? disais, voilà exactement. Donc on a un CAC qui est en forte baisse ce Mhm. soir, moins 2,85. Alors pour la troisième séance d'affilée, on a un CAC 40 donc qui est en baisse en raison donc d'une crainte d'une deuxième vague de contamination qui pourrait arriver donc un petit peu partout dans les prochains mois. Alors il faut rappeler que hier soir, le docteur Anthony Fauci, qui est le spécialiste, qui est consultant auprès de Donald Trump et qui est à la Maison Blanche pour ce qui concerne toutes les questions de santé et notamment dans la gestion de l'épidémie, a redit hier soir en conférence de presse devant le Sénat américain qu'il était dangereux de réouvrir le pays trop rapidement. Aujourd'hui, on a Jérôme Powell qui a donc surenchéri avant l'ouverture de Wall Street cet après-midi en avertissant que l'économie américaine pourrait connaître une période prolongée de croissance faible conjuguée avec une stagnation des revenus. Et puis, le troisième élément qui n'arrange rien, ce sont les États-Unis maintenant qui agitent la menace de sanctions contre la Chine si celle-ci refuse de collaborer à l'enquête sur les origines du coronavirus. Donc tu le vois, on a une salve de nouvelles qui sont pas très réjouissantes, qui arrivent sur les terminaux donc des traders et des gérants des salles de marché. Et donc on a maintenant, Falco, une humeur qui est plutôt à la prise de bénéfices plutôt que de continuer à s'exposer au risque. Et on voit donc ce CAC 40 qui est de retour sur ce niveau de support à 4320 points. Alors, on a intitulé, Falco, cette émission Le rebond du CAC désormais en danger. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a maintenant cette zone entre 4320 et 4270 qui est une zone de support potentiel, zone de support de ce range. Et si cette zone était enfoncée, eh bien on pourrait dire au revoir à la tendance haussière du CAC 40. Alors il faut dire que cette tendance haussière, elle bat un petit peu de l'aile depuis plusieurs jours. On a vu le CAC 40 réintégrer le trading range, repasser sous le support ascendant, casser et repasser au-dessous de la moyenne mobile à 50 jours. On a un RSI qui est un RSI de marché baissier qui est faible puisqu'il n'est jamais passé au-dessus des 60% et qu'il s'oriente maintenant à la baisse. Donc ce qui se joue maintenant sur le CAC 40 d'ici vendredi, c'est le maintien au-dessus de ce niveau à 4270 points parce que s'il y avait effectivement une rupture de cette zone de support, eh bien cela ouvrirait la voie vers un repli beaucoup plus important. D'abord 4143 points et puis après on pourrait viser le niveau symbolique des 4000 points. Et puis après, Falco, c'est le retour à la case départ, c'est-à-dire ce point bas du 16 mars. Alors, il ne faut pas aller trop vite en besogne, on n'en est pas encore là. Il faut rester discipliné dans notre appréciation des choses. Pour le moment, le CAC 40, il donne évidemment un signe de faiblesse très fort, mais il est encore au-dessus de cette zone de support. Donc, j'ai envie de dire, pour le moment, le repli devrait trouver a priori un petit soutien sur 4268, 4270. Soit c'est un soutien qui est temporaire, avec un petit rebond, et puis derrière, ça repart à la baisse. Soit effectivement, on va avoir des acheteurs qui vont se manifester, qui vont batailler avec les vendeurs pour défendre ce niveau. Merci Laurent. Comment va la volatilité sur le CAC?
Alors, quand on regarde la volatilité du CAC, eh bien, nous voyons qu'elle a trouvé un soutien sur les 27,7%, à un niveau qui avait été testé le 4 mars et puis de nouveau testé avec succès le 29 avril et puis de nouveau donc testé hier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a un régime de volatilité qui, dans le rebond, s'est mécaniquement amoindri puisque l'aversion au risque diminuait un petit peu plus chaque jour avec des couvertures de portefeuille qui allaient en s'amenuisant. Et puis là, on voit bien que sur ce niveau de support, eh bien, on a un retour potentiel de l'aversion au risque, d'où une augmentation plausible du régime de la volatilité implicite à venir. Alors, le vrai signal, Falco, d'un retour de l'aversion au risque sur le CAC 40 se ferait avec un indice de vol qui franchirait ce niveau de polarité à 37,42. Si effectivement on avait dans les prochains jours une courbe qui dépassait ce petit sommet intermédiaire de contre-tendance, eh bien cela signalerait effectivement qu'on a potentiellement plus de baisses à venir sur le CAC 40. Donc, je vais vous remontrer dans les prochains jours cet indice de la volatilité du CAC parce que ça peut nous servir un petit peu de guide sur ce qui va se passer sur l'indice CAC en particulier et puis d'une manière plus générale sur les indices européens. Je sors un peu du sujet, mais on avait regardé le VIX en fait il y a quelques jours, et là on a vu qu'il a eu un peu du mal à tenir son support. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas en fait? Alors, ce qu'il a fait le VIX, il est un petit peu moins propre parce qu'il a enfoncé le support dont on avait parlé, il est en train de le réintégrer. Donc, okay. Il faut quand même savoir que le VIX, il est impacté donc par les couvertures sur les actions du S&P, au premier titre desquelles les GAFAM, qui sont pour le moment beaucoup plus résistantes dans la baisse que les autres. C'est pour ça que le VIX, il est pour le moment pas encore en train d'exploser à la hausse, même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a un Nasdaq 100 maintenant qui est en baisse. Hein. À la minute où je vous parle, il est en baisse de 2%. Donc, on a maintenant des dégagements qui sont un petit peu répartis de manière homogène à Wall Street et la tech n'est pas épargnée. Merci Laurent. Quand va l'Eurostoxx 50 en fait? Alors, l'Eurostoxx 50, lui aussi, il est un petit peu à la croisée des chemins parce que il n'est plus loin d'une zone ici de soutien à 2790. Alors, tu vois, quand on se met en ligne de clôture, on pourrait peut-être assimiler cette évolution des cours sur l'Eurostoxx 50 à une variation de tête-épaule. Alors, elle n'est pas très belle, hein, je vous l'accorde, avec une espèce de double épaule gauche, une belle tête, mais une épaule droite qui est en train de se former et qui pourrait donc, s'il y avait une rupture de cette ligne de coût à 2790 points, eh bien, ça serait en fait le signal potentiel d'un retournement donc de tendance sur l'Eurostoxx. À noter que les cours sont repassés ce soir sous cette moyenne mobile à 50 jours. Donc, ce qui va se jouer, Falco, pour l'Eurostoxx 50 dans les 48 prochaines heures, c'est la défense, le soutien de la part des acheteurs sur cette ligne de coût, parce que si effectivement elle devait être enfoncée, on pourrait tout à fait assister à une accélération baissière dans un premier temps sur 2684 et dans un deuxième temps sur 2626. Merci Laurent, donc on va partir dans les États-Unis. Hier, tu nous as montré déjà que le S&P 500 avait un momentum assez faible. En fait, comment va le Dow Jones? Alors, c'est vrai que on regarde souvent ensemble le S&P parce que pour moi, il est beaucoup plus représentatif de ce qui se passe aux États-Unis que le Dow Jones. D'abord parce que il y a 500 actions qui composent le S&P et que 30 pour le Dow. Et puis surtout, c'est la façon dont est construit le Dow qui ne me plaît pas trop puisque c'est un indice qui est construit à partir des prix des actions et pas de la capitalisation donc des actions qui composent l'indice. Donc on regarde plus le S&P qui est d'ailleurs Falco le benchmark pour toutes les gestions sur ce qui se passe aux États-Unis. Alors le Dow Jones, il est en baisse de 2,29%
Et on le voit, lui aussi, il est en train de retourner sur une zone potentielle de soutien ici à 23 100 points. Il est nettement au-dessous de cette moyenne mobile à 13 jours et il va bientôt tester cette moyenne mobile à 50 jours. Alors, je vais vous montrer quelque chose que je ne vous montre pas souvent. C'est le RSI en plein écran et je voudrais que vous remarquiez qu'on a sur le RSI du Dow une tête-épaule qui a été déjà déclenchée, puisqu'on voit ici la ligne de coup du RSI qui a été donc enfoncée de manière très significative. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien parce que le RSI, c'est un indicateur avancé par rapport au prix. Et quand on a effectivement une tête-épaule qui a été déclenchée sur le RSI, eh bien, on peut a priori présager que la ligne de coût qui correspond en fait au prix sur le Dow Jones va elle aussi être enfoncée. Donc on a un vrai signal de faiblesse sur le Dow qui a été donné par le RSI. Autrement dit, il faut se préparer maintenant à voir le Dow retester cette zone à 22 529 points. C'est le 38% de retracement de la baisse qui a commencé le 19 février aux États-Unis. Et si effectivement le 38 ne devait pas tenir, eh bien nous pourrions assister encore une fois à une accélération baissière du Dow sur la borne haute du gap haussier du 6 avril à un petit peu au-dessus des 21 600 points. Merci Laurent, on avait déjà vu le Nasdaq 100, il est en baisse. Comment ça se passe? Alors, le Nasdaq 100, il est toujours beaucoup plus fort parce que, regarde, si on repart quelques minutes sur le Dow, on voit qu'il est sur le niveau de prix du milieu de la bougie du 7 avril. Si le Nasdaq était sur le même niveau, c'est-à-dire sur le milieu de la bougie du 7 avril, eh bien, il serait ici sur les 8200 points, alors qu'il est à 8900. Ça montre bien la différence de performance entre le Dow et le Nasdaq 100, ce dernier étant aidé évidemment par la surperformance des actions des valeurs technologiques. Alors, quand on regarde le NDX, on voit qu'il est en train de rentrer à l'intérieur de ce gap haussier du 5 mai. Il est passé en séance au-dessous de cette moyenne mobile à 13 jours. Il accélère à la baisse puisqu'il est maintenant à moins 2,3% et son target immédiat sur le Nasdaq 100, eh bien, c'est d'aller rejoindre ces 8600 points. Ici, Falco, il pourrait y avoir des acheteurs qui viennent soutenir la tendance haussière parce qu'ils pensent que c'est une opportunité d'accompagner ce mouvement haussier qui a donc été initié à la mi-mars sur le Nasdaq 100 et ils pourraient donc se mettre à payer l'indice pour organiser un rebond. Si en revanche, cette tentative de soutien était finalement mise à mal par une pression baissière trop importante, eh bien c'est sur les 8340 points que le Nasdaq 100 pourrait aller. C'est le point de passage de la moyenne mobile à 200 jours. Et puis c'est également un petit gap haussier qui date du 14 avril, qui est resté ouvert, puisque tu le vois ici, la correction qui s'est faite le 21 avril n'a pas réussi à clôturer le gap. Donc, si les 8600 points ne tiennent pas, c'est vers les 8340 que le Nasdaq 100 pourrait bientôt se diriger. Merci Laurent. Maintenant, on va passer à notre rubrique qui s'appelle Charts on Demand et c'est Pierre Lévesque qui a demandé une analyse des banques, notamment en Société Générale, mais comme on n'analyse pas des banques en particulier, mais on va faire le secteur bancaire. Laurent. Alors, avant de répondre directement à la requête de Pierre-Olivier et d'analyser donc le secteur bancaire, je vais vous montrer deux charts au préalable. Le premier, c'est le chart donc des valeurs dites value, puisque le secteur bancaire en fait partie. On va voir ce qu'il fait par rapport aux valeurs de croissance et par rapport au Stoxx 600. Et puis après, je vais vous montrer le chart du rendement du Bund. Alors, on va commencer donc par le secteur value, qui est donc un secteur
dont le secteur bancaire fait partie. Alors, il y a aussi le secteur de l'énergie qui fait partie des values. Et on va rappeler, Falco, très rapidement, qu'est-ce que c'est en fait les valeurs qui sont considérées comme value. Alors, au sens commun de la définition, les valeurs dites value sont celles qui ont des price to earning ratio et des price to book ratio qui sont faibles quand on les compare au reste du marché. Et puis, il y a aussi un autre facteur quand on parle de value, c'est que ce sont des valeurs qui, a priori, ont des rendements plutôt élevés. Alors, évidemment, comme je disais, le secteur bancaire fait partie des values, le secteur de l'énergie fait également partie de cette classe d'actifs. On peut aussi rappeler que le secteur des utilities fait également partie des values. Alors, à gauche, vous avez le ratio de force relative des values face aux titres de croissance. Donc, les titres de croissance, ce sont des valeurs qui, en général, sont chères, mais qui ont justement des métriques fondamentales qui laissent penser que les bénéfices vont toujours augmenter parce que justement, elles profitent de la croissance du cycle économique et elles-mêmes ont des chiffres d'affaires et des résultats qui sont en forte croissance. Et quand on voit donc le ratio value to growth à gauche, eh bien on voit que on a une sous-performance très nette depuis le début de l'année du secteur value face aux valeurs de croissance de 20%. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a une divergence haussière sur le RSI de ce ratio de force relative. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une divergence haussière? Eh bien qu'on a un momentum baissier du ratio de force relative qui est en train de s'amoindrir, de ralentir, et qu'on va peut-être avoir un retour à l'équilibre entre la performance des growth et la performance des values. Alors évidemment, avoir une divergence haussière sur le RSI, ce n'est absolument pas une garantie qu'on va avoir un retour en faveur donc des values, mais en tout cas ça veut dire que la sous-performance des values est en train de ralentir par rapport à la performance des valeurs de croissance. Quand on regarde la performance du secteur value face au Stoxx 600, on voit là aussi qu'on est toujours dans une dynamique de sous-performance des values par rapport au reste du marché, mais que là encore, on a peut-être un retour à l'équilibre en faveur des values. Alors, on est dans une tendance baissière dans les deux cas. À gauche, il va falloir dépasser ce pic de contre-tendance du 29 avril pour avoir effectivement une nouvelle surperformance des valeurs value face aux valeurs de croissance. Et à droite, il va également falloir dépasser le pic du 29 avril pour effectivement avoir un retour d'une surperformance des values par rapport au Stoxx 600. Donc, pour conclure sur ce premier graphique, il faut retenir que 1, le secteur bancaire fait partie des secteurs value et que 2, ces secteurs value, en termes de surperformance, sont en train de donner des petits signes, des petits indices de retour à l'équilibre et peut-être de surperformance par rapport au growth et par rapport au reste du marché. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore un scénario positif pour le secteur bancaire, mais on remarque dès ce soir qu'il va falloir peut-être le surveiller parce que soit les indices baissent et les banques pourraient baisser moins, soit les indices latéralisent et le secteur bancaire pourrait afficher une petite surperformance. Alors maintenant, je vais vous montrer le rendement du Bund. Alors pourquoi c'est important de regarder le rendement du Bund quand on examine le secteur bancaire? Parce que le rendement du Bund, c'est le rendement obligataire à long terme. Et quand on a un yield qui se contracte, mécaniquement, ça va pressuriser la marge des banques. Et qu'est-ce qu'on voit, Falco, depuis le mois de mars? Qu'on a un rendement du Bund qui est de toutes les manières négatif, mais qui est sous pression, puisque
Le 19 mars, il était à moins 0,2% et que maintenant, il est à moins 0,53%. Donc, avoir un yield du Bund qui est dans un trend négatif, c'est pas forcément un facteur positif pour la santé du secteur bancaire européen. On va prendre en fait ce yield du Bund comme un proxy de tous les rendements, de tous les taux longs en Europe, parce que on le sait très bien, quand on a des attentes de retour d'une activité économique qui est forte, eh bien on va avoir des taux d'intérêt qui vont repartir à la hausse. Et quand on a au contraire des attentes de l'activité économique et de l'inflation qui sont à la baisse, eh bien on va avoir un yield qui baisse. Et donc quand on a un yield du Bund qui est dans un trend qui est baissier dans par ailleurs un contexte de taux négatif, évidemment Falco, c'est un facteur qui appuie sur les bancaires européennes. Et donc, il faudrait assister, là encore, à un dépassement de cette résistance baissière sur le yield du Bund pour avoir un petit retour en grâce des actions des valeurs bancaires. Voilà, donc quand on a fait ce petit préambule sur les values et sur les taux d'intérêt, on peut regarder maintenant le secteur bancaire à proprement parler. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur un secteur bancaire européen qui est faible, hein, puisque vous avez ici l'Eurostoxx Banks, qui est visiblement donc en approche de cette zone de soutien à 48,70, un secteur bancaire européen, Falco, qui est en baisse de 4,9% pour la séance. Et donc, ce qui se joue pour les prochains jours, c'est le soutien qui a fonctionné à plusieurs reprises hein, en mars et en avril. Va-t-il tenir ou pas? S'il tient, on va avoir un rebond du secteur bancaire sur la zone de support avec un retour possible sur les 52-55 points, c'est-à-dire ici, et en extension sur le haut du range à 58,9. Si en revanche, on a un soutien qui ne va pas tenir sur les 48,70, on pourrait avoir un secteur bancaire qui va accélérer à la baisse vers les 41,8. À noter, avant de conclure, que le RSI du secteur bancaire est très faible, puisque vous le voyez, il n'a jamais été en mesure de dépasser les 59,5 et il vient par ailleurs d'une zone de survente extrêmement importante à 8,8. Donc, on a un RSI de marché baissier, on a un contexte baissier de moyen terme sur le secteur bancaire. À court terme, on a une latéralisation des cours, mais attention, le retour sur la zone de support, si cette zone devait finalement être cassée, on pourrait assister à une accélération vers 41,80. Merci Laurent. Maintenant, on va parler d'un scénario technique. C'est l'euro-dollar. Qu'est-ce qui se passe sur l'euro-dollar, Laurent? Alors, hier, on a parlé donc de l'euro-dollar et d'un rebond possible de la devise européenne face au dollar vers un target qui se situe vers 1,10. Et j'avais dit à nos auditeurs, attendez 21 heures pour voir si effectivement on a un euro-dollar qui va être en mesure de naviguer, entre guillemets, au-dessus d'une zone à 1,0870. Alors? Si c'est le cas, on a effectivement un scénario haussier qui s'ouvre sur l'euro-dollar. Si en revanche on a une mèche haute, ça veut dire que le rebond potentiel eh bien, n'a pas été suivi d'effet par les cambistes américains qui, je l'expliquais, reprennent la main en fin d'après-midi en heure européenne sur la paire euro-doll. Et qu'est-ce qu'on voit, Falco? Eh bien, qu'on a effectivement une mèche haute qui s'est formée donc hier. Et aujourd'hui encore, on a eu un euro qui a tenté de rebondir vers les 1,09 $. Mais là encore, on a eu une pression baissière qui s'est manifestée en faveur du dollar. Et on a pour la deuxième fois consécutive une mèche haute. Donc, on n'a pas de scénario haussier
pour le moment sur l'euro-dollar. Donc, la paire ne va pas rentrer dans notre tableau des scénarios, mais on va continuer de le surveiller, cet euro-dollar. On va lui donner une troisième chance demain. Soit effectivement, on a une bougie verte qui arrive à se hisser et à rester au-dessus de 1,0870, 1,09, auquel cas on rentrera l'euro-dollar dans notre tableau, soit effectivement on a un euro-dollar qui repart à la baisse, tester le support, auquel cas ce scénario ne figurera pas dans notre tableau. Merci Laurent. Maintenant, on va regarder une situation spéciale, c'est laquelle? Alors, situation spéciale ce soir sur Swiss Re, une compagnie donc d'assurance suisse. Alors évidemment, hein, j'aurais bien aimé vous proposer des valeurs françaises à la vente, mais ce n'est pas possible. Donc il a fallu que j'aille chercher du côté des valeurs allemandes et suisses. Alors au moment où le scénario m'intéressait sur Swiss Re, eh bien on n'était pas sur une valeur qui avait déjà donc baissé de 5,3%, mais en fait c'est un couteau qui tombe. Swiss Re, donc elle a ouvert de nombreux gaps dans un contexte baissier donc depuis février. Elle a latéralisé sous un gap baissier, puis elle repart à la baisse maintenant, donc en baisse de 5,3%. Donc j'ai deux targets sur Swiss Re. C'est pas le gap haussier qui est ici, parce qu'à mon sens, il va pas tenir. C'est les points bas du mois de mars. Donc premier target, 55 francs suisses sur Swiss Re. Et deuxième target, 50,3. C'est le support du mois de novembre 2011, avec une zone d'invalidation qui se situe à 68 francs suisses, 76. Alors, est-ce que tu as choisi un produit, Laurent? Ah, Oui, j'ai choisi un turbo put infini sur Swiss Re. C'est le 120 MB qui a un prix de vente ce soir de 0,99 euros, autrement dit 99 centimes, avec une performance intraday du produit déjà de 19,5%, mais je pense que Swiss Re va continuer de baisser et que le produit va continuer donc de s'apprécier. Il a une barrière désactivante à 76,57 et un effet de levier de 2,98. Alors, je vais retourner sur mon chart pour vous montrer où est la barrière désactivante à 76,57. Vous voyez, c'est ici, là où il y a effectivement ce segment rouge très épais. Donc, vous voyez que mon stop d'invalidation, il est beaucoup plus bas, hein, à 68,76. Ce qui se joue sur Swiss Re maintenant, une fois que ce gap baissier a été ouvert ici, eh bien c'est la continuation vers le target à 55,16. Autrement dit, si les cours revenaient à l'intérieur du gap, eh bien ça invaliderait la dynamique baissière impulsive à laquelle nous sommes en train d'assister. À remarquer également que la moyenne mobile 13 jours exponentielle est sous le niveau de stop et que le RSI est très faible puisqu'il va maintenant rentrer en zone de survente. Alors attention, on est en zone de survente dans un trend qui est baissier, donc ça veut dire que le RSI peut y rester plusieurs semaines, comme ça a été le cas en février, dans cette zone de survente. Pour terminer, on rappelle simplement que comme c'est un turbo infini, on n'a pas une échéance sur ce produit et que la barrière invalidante va être bougée chaque jour un petit peu en accompagnant donc les mouvements du prix. il me reste juste à dire que c'est un produit de bourse et qu'un produit de bourse présente un risque de perte en capital en cours de vie c'est à l'échéance. Donc, Laurent a déjà tout expliqué. Donc, si vous voulez comprendre le reste de ce fonctionnement de ce produit, n'hésitez pas d'aller sur notre site d'internet qui s'appelle produitdebourse.btpareva.fr et sur ce site, vous allez retrouver tous les brochures et vidéos qu'on a mis à votre disposition, notamment Laurent était sur le petit bouton en vert à côté de nos têtes avec sa souris qui devient blanc si on va dessus. Maintenant, Laurent, on va regarder, pour continuer, le tableau de scénario. Là, il y a toutes les brochures. Parfait, merci. Le tableau de scénario maintenant, Laurent.
Alors, Alors, dans le tableau des scénarios, DAX négatif, Barrick Gold, valeur américaine, qui est donc, comme son nom l'indique, hein, positionnée sur le secteur donc de l'extraction, hein, de l'exploitation des mines aurifères, société américaine qui pour le moment attend un signal de reprise haussière sur le gold et les métaux précieux en général. On en a longuement parlé hier ensemble. Et puis Sanofi, Sanofi long. Alors effectivement. On est dans un contexte de correction sur les marchés avec une valeur pharmaceutique qui reste très très forte. On va voir comment on va arbitrer cette position. Pour le moment, Sanofi, elle s'est bien comportée aujourd'hui, hein. Il n'y avait pas de vendeur sur la valeur. On va voir effectivement comment ça se passe pour les prochains jours. Si elle est finalement rattrapée par le momentum baissier sur l'ensemble des actions, eh bien peut-être qu'on la débouclera avant que le target soit atteint pour limiter la casse. merci Laurent. L'agenda économique. Alors demain en France, Bouygues, EDF et Eutelsat qui vont publier leur chiffre d'affaires trimestriel premier trimestre 2020. Et puis en Allemagne, Deutsche Telekom, Wirecard et RWE qui vont donc publier demain leurs Ça, résultats. c'était les publications. Est-ce qu'il y a aussi des rendez-vous économiques ou pas du tout? Jeudi, Ah, c'est le jour de l'inscription hebdomadaire au ah bah. chômage aux États-Unis. On attend 2,5 millions de nouveaux demandeurs d'emploi aux États-Unis sur la semaine. Merci Laurent. On va vous rappeler maintenant que nous avons un compte Twitter qui est évidemment fantastique. On est tous d'accord. Vous êtes déjà tous abonnés à ce compte qui s'appelle BNPP 2P Bourse ou pas. Donc, si vous n'êtes pas encore analysé, n'hésitez pas de vous abonner tout de suite. C'est très important parce que sur ce compte, vous allez retrouver tous les tweets qu'a fait Laurent tout au long de la journée pour nous, avec des analyses du S&P 500 juste avant l'ouverture. Il donne même le cours de l'ouverture du S&P 500 avant que c'est ouvert. Et plein d'autres voilà, situations d'analyse technique intéressantes pour vous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Twitter et d'ailleurs aussi, très important, notre chaîne YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube qui s'appelle BNP Paribas Produits de Bourse. Si vous allez sur YouTube et vous allez se trouver très facilement. D'ailleurs, vous êtes en train de regarder cette émission sur cette chaîne, donc il suffit juste de s'abonner. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 9h30 pour un prochain live et un update sur les marchés, surtout la clôture de ce soir du S&P 500 analysé par Laurent et l'ouverture des marchés européennes. Merci à vous tous et à demain. Bonne soirée, au revoir. Merci Falco. Bonsoir à tous et à demain.